bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec les titres. À la commission de contrôle et de vérification des parrainages au Conseil constitutionnel, ceux-ci ont été jugés conformes donc à la loi. Troisième jour aujourd'hui, c'est le candidat Karim Wade et le candidat Habib Sy qui ont validé leur dossier de parrainage. Sans surprise pour le candidat du Parti démocratique sénégalais qui a choisi le parrainage des députés, tout comme Habib Sy. Les détails tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux au Conseil constitutionnel, Amadou Bari et Aïssatou Kana. Et la Chambre administrative de la Cour suprême déclare irrecevable le recours en annulation du décret de nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome. L'expert électoral Ndiaga Sylla en compagnie ont été déboutés ce matin dans cette intention de prouver que la nomination des nouveaux membres de la Sénat, selon eux, était donc non conforme à la loi. On en parle dans cette édition. Et pendant ce temps, les étudiants de la Faculté des sciences et des lettres de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar vont encore attendre avant la reprise des cours en présentiel. Prévu ce jour au CICES, le directeur général de la structure d'Ignette, Salou Keita, précise que l'administration universitaire doit d'abord sortir le chèque pour payer les charges locatives, vous l'entendrez. Et le monde est un village planétaire. Ali Boubou Beli ne nous aurait pas contredit. Un Malien, père fondateur du village de Fumihara Demboubé, c'est à Matam, dans le département de Kanel. Amadou Oumar Diallo nous fera découvrir ce village plein d'histoire et où les populations se plaignent toujours. Les détails à suivre avant la fin de cette édition. Voici pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Le processus de vérification et de contrôle des parrainages se poursuit au Conseil constitutionnel. En ce troisième jour, 20 candidats étaient attendus et dans la première partie de la journée, sur les 10 dossiers de candidature, la commission de contrôle des parrainages juge seul celui de Karim Wade conforme à la loi. Il a donc franchi cette étape importante grâce au parrainage parlementaire et pour leur part, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Mohamed Lamine Diallo sont en sursis. La synthèse c'est avec Amadou Bari. En ce troisième jour de vérification et de contrôle des parrainages, les mandataires de candidats se sont succédés ici au Conseil constitutionnel et durant cette demi-journée, retenez que seul le candidat du PDS Karim Wade a pu franchir cette étape décisive et c'est grâce tout simplement au parrainage parlementaire. À sa sortie de l'institution, son mandataire n'a pas caché sa joie. Je vous propose de l'écouter. Nous vous annonçons avec plaisir que tout est nickel, c'est OK. Les parrainages de Karim Wade sont validés. Toutes les informations sont OK. L'ensemble des députés, des informations ont été fournies. Donc la liste des parrains de Karim Wade est validée par le Conseil constitutionnel. La grosse surprise ici, c'est l'invalidation de la candidature de Dr Babacar Diop, maire de Thiès. Son mandataire parle de dysfonctionnement avec plus de 20 000 parrains qui sont non inscrits sur les listes électorales. Une surprise désagréable. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons soumis 56 700 parrains. Et au terme du contrôle, on nous apprend que parmi ces 56 700 parrains, les plus de 22 700 ne sont pas sur la liste du fichier électoral. Et 13 000 sont constitués de doublons externes. Donc, la conséquence, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. L'autre fait majeur ici, c'est un peu le sursis de Mamadou Lamine Diallo, candidat de la coalition Teki, et celui de Boun Abdallah Dionne, dissident du parti au pouvoir et ancien Premier ministre. Le mandataire de Mamadou Lamine Diallo ne se décourage pas, il reste optimiste. Je vous propose de l'écouter. Ils nous ont très bien reçus, donc nous avons mis notre clé pour regarder nos parrainages. Ça s'est très bien passé. Nous avions déposé le maximum de parrainages, c'est-à-dire 58 975. Après contrôle aussi, nous avons 0 doublon interne et nous avions eu 19 000 doublons externes.
Donc, ce qui fait que nous avons réussi à avoir 39 000 et quelques parrains valides et il nous reste à compléter à peu près 5 000 pour valider notre candidature. Vous êtes optimiste pour la suite? Oui, nous sommes optimistes. Donc, il nous reste à peu près 5 000 à compléter. À noter que les candidats ont 48 heures maintenant, jeudi et vendredi, pour passer ici, voir leur dossier être examiné par le Conseil constitutionnel. Et la vérification donc des parrainages qui se poursuit au Conseil constitutionnel. Aïssatou Kaniyé. C'est validé grâce au parrainage parlementaire des députés du PASTEF. 4 sont admissibles, dont Malick Gakou, Aly Ngouille Ndiaye, Serigne Gueye Diop et Souleymane Ndéné Ndiaye. Malick Gakou est admissible avec une validation de 9 régions, 40 782 parrains, notifiant 18 182 doublons externes. Il doit régulariser 3 449 points sur les 18 000 doublons à régulariser. Selon son mandataire Benoît Guissé, Aly Ngouille Ndiaye aussi en 56e position reste admissible et passe au deuxième tour avec 43 147 parrains et 15 759 doublons externes avec un gap de 1094 doublons à régulariser pour atteindre le minimum requis de 44 231. Selon son mandataire Daouda, il a validé 10 régions et il rassure sur tous les militants et attend leur notification. Serigne Gueye Diop aussi reste admissible. Il a validé 31 003 parrains avec 27 734 doublons externes et 13 228 à régulariser dans 2 régions pour atteindre le minimum requis. Il a aussi validé 5 régions. Le candidat Souleymane Ndéné Ndiaye est aussi au second tour. Il doit régulariser plus de 27 000 parrains. Il y a aussi des recalés qui sont au nombre de 5, dont Tchonian, El Hadji Ibrahima Sall, Pape Momangom, Dr Hassan Ka, Mamadou Diop Decroix. En revanche, le mandataire de Tchonian parle de forfaiture après qu'il ait été recalé pour fichier inexploitable. Ainsi, sur 10 000 parrains, un seul a été validé. Sur les 14 régions, seuls 2 ont été ouverts. Il compte, lui, faire un recours. El Hadji Ibrahima Sall aussi, loin du minimum requis, avec 7 985 parrains et 22 401 doublons externes, ainsi que Pape Momangom de Gueulenti 2024, recalé, il n'a validé que 11 065 parrains avec 39 033 doublons. Le docteur Hassan Ka du parti Panel rejoint la liste des recalés. Son dossier est incomplet pour défaut d'attestation de la caisse de dépôt et de consignation produite à l'expiration du délai. Mamadou Diop Decroix, qui était le dernier à passer 59e sur la liste, est recalé. Il a validé que 5 613 parrains avec 33 674 doublons externes. Il faut dire aussi que des requêtes ont aussi été faites auprès du président du Conseil constitutionnel par le mandataire de Madana Kane du parti Dundu, qui considère qu'ils n'ont fait aucune modification sur leur clé. Le mandataire aussi de Mahitounian Tabouré Agne est revenu au Conseil constitutionnel après avoir été recalé le 30 décembre. Rahman, il signale encore avoir constaté des contradictions lors de la vérification des fichiers de parrainage et dépose une réclamation écrite de s'adjoignant des services d'avocats et d'un procès verbal d'huissier pour cette démarche. Donc, on peut retenir que pour les admissibles aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont passés au deuxième tour, à ce jour, on peut parler de 4 candidats, dont Malick Gakou, il y a aussi Aly Ngouille Ndiaye, il y a aussi Serigne Gueye Diop et Souleymane Ndéné Ndiaye. Donc, pour ceux qui sont admis, qui passent cette première étape, il y a Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall, Daouda Ndiaye, Karim Wade et enfin Habib Sy. C'est tout, Abdourahmane. Merci beaucoup Aïssatou Kane pour toutes ces informations, bien sûr, au Conseil constitutionnel concernant bien sûr les dossiers de parrainage. Et nous poursuivons cette édition pour parler de la Chambre administrative de la Cour suprême, donc, qui a statué sur la demande d'annulation du décret de nomination des membres de la Sénat. La Cour a déclaré donc irrecevable la requête de Ndiaga Sylla et compagnie. Et lors de l'audience, les requérants avaient sollicité la suspension des membres de la Sénat dont leur nomination, soutiennent-ils, n'est pas conforme à la loi. Et pour sa part, l'agent judiciaire de l'État estime que les décisions sont entièrement exécutées. Il n'y a aucune urgence à les suspendre. Suivons le point, c'est avec Abraham Poulpouya.
La Chambre administrative de la Cour suprême rejette le recours portant annulation du décret de nomination des membres de la Sénat, Commission électorale nationale autonome, un recours introduit par la plateforme de l'opposition FIT et les membres de la société civile, finalement défendu par Ndiaga Sylla après le désistement de la plateforme FIT. Lors de la présentation des arguments, les avocats de Ndiaga Sylla ont évoqué la loi portant nomination des membres de la Sénat. Selon Maître Makodou Ndour, le président de la République Macky Sall a violé la Constitution. Il n'a pas respecté l'état de droit et n'a pas préservé les principes démocratiques. Selon toujours les avocats, le président a aussi violé le protocole de la CEDEAO qui interdit de changer les règles du jeu à 6 mois de l'élection présidentielle. Selon toujours Maître Makodou Ndour, parmi les 12 membres de la Sénat nommés, 2 sont membres du parti au pouvoir, APR, Alliance pour la République. Avec ces moyens évoqués, selon la robe noire, les membres ne sont pas libres, indépendants et transparents. À sa prise de parole, l'agence judiciaire de l'État a battu en brèche les propos de la partie adverse. L'AGE a demandé l'irrecevabilité de la requête. Selon l'agence judiciaire de l'État, le mandat des membres de la Sénat est révocable. L'avocat général, dans son réquisitoire, a demandé la suspension des actes attaqués, le rejet du recours. La Cour suprême a suivi l'avocat général. Elle rejette le recours portant annulation du décret de nomination des membres de la Sénat. Un récit donc signé Abraham Poulpouya. Pas de cours au CICES pour les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En tout cas, pour le moment, en cause, l'administration universitaire doit ainsi sortir le chèque pour payer les charges locatives. D'après le directeur général du CICES, Salou Keita, attend ainsi des responsables de l'UCAD l'expression des besoins pour pouvoir ainsi accueillir les étudiants. Il est au téléphone de Papa Lunsar. Oui, le CICES a été choisi comme d'autres lieux tels que l'Institut islamique, de la Poste, etc. Mais c'est différent. C'est différent parce que le CICES est une institution de l'État, certes, mais nous sommes une structure événementielle de l'État. Nous avons nos salles, nous avons nos pavillons, nous avons de l'espace que nous mettons en location. Parce que l'État nous donne 20% de notre budget. Les charges, les salaires sont payés à partir des recettes exploitées. Si nous acceptons de recevoir les étudiants, ça ne devrait pas être gratuit. Sinon, à la fin du mois, j'aurai des problèmes pour payer les salaires. On veut régler un problème, il ne faut pas créer un autre problème. Et je comprends l'inquiétude aujourd'hui du collège des délégués du CICES. C'est pour cela nous attendons d'abord, après avoir procédé à la visite des locaux, que les responsables de l'UCAD nous envoient leur expression des besoins. Parlons à présent de tout à fait autre chose. L'Association des maires du Sénégal a ainsi fait face à la presse hier donc de janvier 2024. C'est pour donc faire le point sur certains acquis dont les maires exigent du gouvernement leur maintien. Les points concernent donc les indemnités, la couverture sociale et sanitaire, le statut des maires, les véhicules de fonction, une indemnité de retraite, entre autres. Plus de détails, c'est avec Bokartal Kalamban. L'Association des maires du Sénégal et l'État ont rapproché leurs positions sur les revendications de ces élus. Les discussions qui ont été entamées avec le gouvernement ont porté des fruits, selon Oumar Ba, le président de l'Association des maires. Cette modification du statut, cette communalisation intégrale a eu des résultats positifs. Puisque du fait que le statut de la collectivité a changé, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de ressources humaines qui n'étaient pas en son temps intéressées pour être président de conseil rural dont le pouvoir était limité, se sont intéressés
à ce qui se fait au niveau territorial et sont devenus par la force des choses des maires. C'est fort de ce constat que l'Association des maires a demandé la mise en place d'une réforme élargie qui touche plusieurs points, notamment parmi d'autres l'indemnité, les statuts des maires, les véhicules de fonction. Et comme vous le constatez, il y a une très forte amélioration des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales. Et donc nous avons engagé cette négociation qui a pris le temps qu'il faudrait pour aboutir à un certain nombre d'accords. Je vais vous donner quelques exemples. Vous savez, le maire était le seul chef de service qui percevait moins que certains de ses agents. L'association n'a pas laissé les adjoints des maires en rade dans ses revendications. Une autre question qui a également agité, c'est la situation des adjoints aux maires. Puisqu'en tant qu'association des maires, nous portons nos revendications, mais nous portons également les revendications des adjoints aux maires qui sont des maires comme nous. Et de ce point de vue là aussi, parallèlement à l'augmentation des indemnités des maires, les indemnités des adjoints seront également sensiblement améliorées. L'association avait aussi mis sur la table la question de leur sécurité. Pour eux, l'arrestation de l'édile de la commune doit s'opérer avec respect et reconnaissance, pour ne pas dire immunité, à l'image des parlementaires. Formation sur les techniques de transformation des produits halieutiques. La cible, les femmes transformatrices des communes de Mboro, Mbour et Bargny. Une formation donc lancée à Diamniadio par le ministre des Pêches et de l'économie maritime avec l'appui du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT. Pape Sanyambaye, ainsi le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Il est au micro de Baba Persek. Et cette formation s'adresse aux mareyeurs, aux femmes transformatrices et autres acteurs de la pêche. En tant que ministre de la Pêche et de l'économie maritime, je ne peux que saluer cette initiative. Mais aussi rendre hommage à 3FPT, qui intervient dans beaucoup de secteurs d'activité, notamment la pêche. Et tout dernièrement, 3FPT a une formation de 112 marins qui aujourd'hui, après avoir reçu leur diplôme en fin de formation, sont aptes à évoluer dans le secteur du pétrole et du gaz. Et ceci rentre en droite ligne avec le vœu de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a demandé à ce que les Sénégalais soient présents dans l'exploitation du pétrole et du gaz du début jusqu'à la fin du processus, en légiférant à l'Assemblée nationale d'une loi intitulée Loi sur le contenu local. Et le Comité national sur le contenu local œuvre de plein pied pour que ça soit une réalité. La langue arabe doit être revalorisée. C'est du moins la demande des arabophones du Sénégal à l'endroit de l'État du Sénégal, bien sûr. Ceci notamment pour permettre aux étudiants en langue arabe de l'apprendre dans les universités virtuelles du Sénégal. Par ailleurs, ils ont tout de même magnifié le travail de l'État qui, selon eux, a fait énormément d'efforts ces dernières années dans le sens donc de la promotion de la langue arabe. Suivons Hassan Sek, c'est lui, le porte-parole donc des arabophones du Sénégal. Il est au micro de Boudal Ndiadia. Alors, des compétences de spécialisation des arabophones et de mettre toutes ces compétences, toutes ces spécialisations alors, au service du pays. Nous avons notre place dans tous les secteurs. L'ouverture des centres de formation professionnelle pour les arabophones, la construction d'une université publique avec toutes les filières scientifiques, alors l'intégration de l'arabe
dans les universités virtuelles et d'ouvrir davantage de départements arabes dans toutes les universités, de l'EA, langue étrangère appliquée, alors d'engager les arabophones dans les ambassades et dans tous les secteurs où ils seront utiles pour le pays, où ils auront alors l'opportunité de prouver leurs compétences. Culture dans cette édition avec la cérémonie de renaissance du patrimoine matériel du Sénégal. Ceci s'est fait à travers des photos, sculptures et des créations de tenues traditionnelles africaines. Daisy Gandour était donc à la baguette. Elle demande aussi à l'État de revaloriser le métier d'art. Suivant le compte rendu, il est signé Ndeye Anta Diop. Il s'agit de faire la promotion de la renaissance du patrimoine matériel au Sénégal. Ce qui passe par la présentation de sculptures, de photos et de création de tenues traditionnelles africaines. Cette initiative, nous la voulons quand même pour partager ça avec les enfants, parce que les parents sont venus et sous l'œil vigilant donc, de toutes ces personnes-là, les enfants ont pu sortir des couleurs et ils ont pu peindre des paysages et surtout ils ont peint des rois et des reines. Parce que pour cela, on a dû quand même, par rapport à cette thématique, peindre notre histoire. Et les enfants, vraiment, ils l'ont bien réussi à travers tous ces tableaux, de belles reines et de beaux rois. Et on a voulu quand même, à travers ces études, revisiter aussi le vestimentaire, d'où quand même ces enfants qui portent ces belles tenues traditionnelles. On a eu les Sérères, les Diola, on a toutes les ethnies pratiquement qui sont représentées. Elle lance aussi un message à l'État pour qu'il puisse développer les métiers d'art. Si profiter de lancer l'événement musée de la femme, Henriette Bachelet, je remercie Marie-Pierre Méry. Je lance un cri de cœur, car on a réussi l'événement grâce à Marie-Pierre et on la remercie. Mais à part elle, nous n'avons pas vu le ministre de la Culture. On n'a vu personne. Sauf que nous avons reçu l'aide d'un partenaire qui est le directeur de cabinet du président de la République. Oumi Sambou, une jeune artiste, nous présente sa création. Nous avons créé ici une maison d'art pour montrer les Lébous et leur culture. Nous sommes vraiment très contentes de cette belle journée, car on est en décembre, c'est les fêtes pour les enfants. Daisy Gandour, l'organisatrice de cet événement, a exploré une créativité des éléments culturels et artistiques qui montrent le patrimoine du Sénégal. Retournons un instant dans l'effervescence de fin d'année. De nombreux artistes se sont illustrés et entre réussite et revers se dessine malencontreusement une réalité économique contrastée pour ces talents de la scène. Au centre culturel Blaise Senghor, certains brillent tandis que d'autres font face à des défis. Aïssatou Kane nous en dit plus dans ce reportage. Les festivités continuent de battre leur plein au centre culturel Blaise Senghor. En pleine préparation pour une soirée, ce musicien tire son épingle du jeu en cette fin d'année. Sa voix et son talent lui ont ouvert les portes de contrats fructueux. Et pas mal. Au cœur du studio, guitare en main, pour l'artiste, auteur et compositeur Donald Bocal, les notes mélodieuses de sa musique ne se sont pas traduites en gains significatifs. Et heureusement que c'est les privés qui appellent les soirées de... Aliou tend la main au promoteur car il peine à trouver un soutien adéquat.
tu es obligé de faire tout reste payant. Parce que tu vas préparer, répéter aussi. Et les répéter. Le stylo, et les musiques. Voilà. Pas facile, mais on lance un appel aux promoteurs. Venir nous voir. Il est à noter que contrairement à d'autres régions, l'État et les municipalités ne semblent pas allouer les ressources nécessaires pour soutenir ces talents locaux. Bon, si l'État ou bien si les instituts, les communes, les artistes sont à l'œuvre, je pense que ça serait mieux. Ou bien les promoteurs qui viennent dans la côte, qui appuient les artistes, les finances. La scène artistique riche en passion et en créativité se trouve ainsi à la croisée des chemins entre réussites et difficultés financières, laissant entrevoir les défis persistants auxquels font face ces artistes en cette fin d'année. Yes man, Fadalin aka Tarwada. So Suivez-moi, je vous amène dans le nord du pays. C'est pour découvrir le village de Fumihara Demboubé, une localité de la commune de Ouro-Sidi, située dans le département de Kanel. C'est l'une des localités les plus anciennes de la province de Damgan, originaire du Mali, dans le Massina, Ali Boubou Beli. Et le père fondateur du village, les émigrés, font autant que faire se peut pour que le village puisse connaître un visage plus reluisant. Malgré tout, les populations interpellent les autorités. Amadou Oumar Diallo nous en dit plus. Situé sur la route nationale 2, à quelques kilomètres de Kanel, Fumihara Demboubé est une localité de la commune de Ouro-Sidi, considérée comme l'une des anciennes localités de la province du Damga, selon son chef de village. Ses premiers habitants viennent de Konari, dans le Massina, Mali. D'après l'histoire de nos aïeux, le premier habitant du village s'appelait Ali Boubou Beli. Il y a même un marigot qui porte son nom, Pouli Ali Boubou. Ils étaient venus depuis très longtemps. On ne peut pas vous dire la date exacte de leur venue ici à Fumihara Demboubé, mais c'est depuis très longtemps. Ils viennent du Mali, dans le Massina, une localité appelée Konari. Ali Boubou était venu avec des Peuls Bogo qui portaient le nom Diallo. Habitée par les Peuls, la localité compte sur ses activités principales et doit son envol à ses émigrés. Nos activités principales sont l'agriculture et l'élevage. Nous sommes des agriculteurs et des éleveurs. Et nos émigrés font partie des leviers du développement de cette localité. C'est grâce à eux qu'on a eu une mosquée. Ils ont reconstruit l'ancienne mosquée et ont construit un hangar qui se trouve juste derrière les cimetières. Même si les problèmes pour l'accès à l'eau potable sont de mauvais souvenirs, la localité demande à l'État la construction d'une structure sanitaire, une vieille promesse que les autorités n'arrivent toujours pas à concrétiser selon le chef de village. Notre principale doléance, c'est la construction d'une structure sanitaire. Cette promesse, les autorités n'arrivent toujours pas à la concrétiser, mais c'est ce que nous demandons à l'État du Sénégal. Il y avait des gens qui étaient passés, il paraît que le budget a été voté. Fumihara Demboubé a eu sa première école vers 1988, électrifiée la même année. Un homme du nom d'Abdoulaye Wallendiaï, homme d'affaires sénégalais basé en Zambie, dont le père est originaire du village, a offert à la population 3 forages il y a environ 10 mois pour mettre fin au tuyau de raccordement branché depuis Ouro-Sidi et assurer l'approvisionnement en eau potable de la dite localité durant des décennies. Et c'est la fin donc de ce rendez-vous avec l'information. Plaisir de vous l'avoir présenté. Ne touchez surtout pas à votre télécommande. La suite de votre émission d'information, retour sur l'actualité, c'est tout de suite après moi avec Aladi Baba Ndiaye et ses chroniqueurs. C'est ensuite le programme. À toutes et à tous, Aladi Baba Ndiaye, c'est à toi.